Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, à suivre dans cette édition, la cérémonie de lancement de la première patrouille maritime conjointe de la zone E de la CEDEAO. C'était ce matin en présence du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. 9e édition de la rencontre trimestrielle entre la Cour suprême, les juridictions de fond et le barreau. L'atelier se déroule à Dassazoumé et va durer 3 jours. Nous en parlerons dans ce journal. Quasiment un mois après le coup d'État au Soudan, le Premier ministre a retrouvé ses fonctions. Un virement de situation qui n'a pas réussi à calmer la colère des Soudanais. Vous en saurez davantage dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale a lancé ce matin la première patrouille maritime conjointe de la zone E de la CEDEAO. C'était au centre maritime multinational de coordination de la zone E à Cotonou. L'initiative vise à sécuriser les eaux de la dite zone. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. Pendant 2 jours, 3 patrouilleurs du Bénin, du Togo et du Nigeria vont conduire des patrouilles dans l'espace maritime commun aux 3 pays. Destinée à sécuriser les eaux de la zone E de la CEDEAO, l'opération est une réponse à l'absence d'un dispositif commun de lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Le chef d'état-major de la Marine nationale, chargé de conduire l'opération, se dit fier de sa concrétisation. Il y a en effet un peu plus de 3 ans que le haut commandant de la gendarmerie nationale du Niger et moi-même avons en ces mêmes lieux signé le mémorandum d'entente pour la conduite des opérations et des patrouilles conjointes dans notre espace maritime commun, c'est-à-dire l'espace englobant les eaux du Nigeria, du Bénin et du Togo. Distingués invités, depuis lors, cette brillante initiative n'a pu être mise en œuvre. C'est pourquoi j'éprouve une fierté légitime de voir aujourd'hui le lancement de l'opération Safe Domain One qui va permettre à 3 patrouilleurs venus du Nigeria, Bénin et Togo de conduire pendant 2 jours des patrouilles dans l'espace maritime commun. La première édition de cette patrouille est le résultat d'un long processus. La zone E de la CEDEAO étant composée du Bénin, du Niger, du Togo et du Nigeria, le ministre chargé de la Défense nationale a formulé le vœu de voir la dimension aérienne prise en compte dans les prochaines éditions. Ce jour mémorable marque le début de la concrétisation d'un rêve vieux de 3 ans qui a connu beaucoup d'efforts de préparation et de financement de divers acteurs. Le lancement effectif des opérations de patrouille maritime conjointe dans la zone E constitue une nouvelle étape dans la lutte contre l'insécurité maritime dans la zone. Je nourris l'espoir que les prochaines éditions des opérations de patrouille maritime conjointe incluront la dimension aérienne qu'offrira la gendarmerie du Niger. J'invite toutes les unités engagées dans cette opération à faire preuve de professionnalisme afin de faire de cette première édition un succès éclatant. L'initiative a bénéficié de l'appui financier du Danemark et de la Norvège. En bref, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, a procédé ce matin au tribunal de première instance de 2e classe de Dassazoumé, dans le département des Collines, à l'ouverture des travaux de la 9e édition de la rencontre trimestrielle entre la Cour suprême, les juridictions de fond et le barreau. Pendant 3 jours, les participants auront à échanger sur des thématiques de préoccupation quotidienne majeures pour leur office respectif.
éducatif. La dite rencontre est une initiative de la Cour suprême qui a bénéficié du soutien technique et financier de la Fondation Friedrich Ebert. Elle réunit les présidents des cours d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, les procureurs de la République, les avocats du barreau du Bénin et les greffiers des cours et des tribunaux au Bénin. L'innovation majeure de cette édition est la participation à ce conclave des représentants des chambres nationales de justice, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers du Bénin. Violence en milieu scolaire entre élèves et professeurs, la déviance devient récurrente. Pas plus tard que la semaine dernière, un élève a levé la main sur son professeur au collège d'enseignement général Hubert Maga de Parakou. Une situation qui inquiète désormais plus d'un et qui amène la population à se demander s'il s'agit de la délinquance juvénile. Réponse de Irénée Maouli-Konto, spécialiste des questions éducatives dans cet élément de Juste Defodi. Difficile à croire mais vrai, c'est désormais fait courant des élèves qui lèvent la main sur leurs enseignants. Une situation qui pourrait s'expliquer par un problème éducatif et la démission des parents. Les mobiles, les justifications de ces gens d'actes, c'est quoi? Vous savez, il y a le problème de communication au niveau des familles. Les parents d'aujourd'hui n'ont pas le temps, la famille n'est plus la famille d'alors, donc on ne communique pas, on ne parle pas avec les enfants et les enfants développent une aptitude d'auto-éducation. Vous voyez, ils font dans la déviance, ce qui n'est pas bon. Et aussi, certains enseignants aussi qui ne font pas preuve de professionnalisme. Des enseignants qui n'arrivent pas à influencer positivement leurs apprenants. Des enseignants qui font peut-être qu'ils vont chercher les filles qui sont des copines des élèves. Vous savez, c'est des questions qu'on ne parle pas, mais qui peuvent amener les élèves à aller à cette dérive. Malgré les conséquences qui découlent de ces actes conduisant parfois à l'exclusion de l'élève de tout établissement d'enseignement public, il est nécessaire que chaque acteur du système éducatif joue convenablement son rôle pour endiguer le mal. Cette situation déplorable, ce n'est pas cette situation vraiment déplorable. Il faut que les parents soient vraiment... Désormais, j'invite alors les parents à plus de responsabilité, à communiquer à la maison avec leurs enfants. Vous voyez, et les enfants aussi à suivre vraiment les conseils des parents. Et les enseignants maintenant, les invite à faire beaucoup de professionnalisme, à faire preuve de leadership, influencer positivement, faire preuve de bonne gouvernance de la pédagogie et être aussi parents à l'école pour éviter ces actes qui dénaturent effectivement la vie éducative dans notre pays. Il est opportun que l'élève respecte son enseignant qui, dans son rôle d'éducateur, est à l'image du père et de la mère. De la même manière qu'il est inadmissible que l'enfant lève la main sur ses parents, c'est de cette façon qu'il lui est interdit de lever la main sur son éducateur. Quelques mois après la reprise des cours dans les écoles et collèges du Bénin, le taux de grossesse grimpe de plus en plus. Un phénomène qui inquiète les acteurs éducatifs, mais aussi et surtout les parents. Serge Defodi, spécialiste des questions jeunesse et éducation sexuelle, évoque ici les raisons qui sous-tendent donc cette flambée. Et on l'écoute. Nonobstant les efforts du gouvernement, des ONG qui sont engagés contre les cas de grossesse en milieu scolaire, nous ne continuons pas à assister à ces cas-là qui prennent également une ascendante et inquiétante, assez inquiétante. Lorsqu'on cherche à savoir les raisons, à toucher du doigt les raisons, on comprend aujourd'hui que le monde est dominé par beaucoup d'influences extérieures sur les enfants, à savoir les réseaux sociaux, la télévision, la société. Donc si cet enfant n'a pas reçu une bonne base d'éducation dans sa cellule familiale qui constitue la famille, qui constitue la première cellule d'éducation, l'enfant n'arrive pas à résister devant ces influences extérieures-là. À ajouter à toutes ces causes, on peut parler également du gain facile. C'est que la facilité pour les jeunes filles de ne pas se déranger pour trouver de petits sous, pour s'acheter les mèches, des choses à la mode. Parce que vous voyez les auteurs, en grande majorité, les auteurs de ces cas de grossesse sont les apprentis, tailleurs, menuisiers et autres, qui leur donnent juste des petits trucs. Sans oublier aussi le cas des professeurs et des élèves, des professeurs qui influencent, qui harcèlent ces enfants. Or, ils devraient sensibiliser, ils devraient éduquer l'enfant, ça ne se passe plus comme ça. Même si cela, il y a une lueur d'espoir
qui vient nous égayer au regard de la législation qui vient d'être instruite au Bénin, qui punit sévèrement les relations élèves et professeurs. Il faille aussi interpeller la conscience de ces enfants et leur montrer que c'est leur avenir qui est en jeu. Je pense qu'à 2 mois, après juste 2 mois de cours, nous assistons à de pareils cas, à cette flambée de cas de grossesse. Il y a lieu de s'en inquiéter et d'interpeller les gouvernants, d'interpeller les ONG. La direction départementale des sports du Mono a organisé ce samedi la finale du festival départemental des jeux ludiques. C'est la commune d'Atiémé qui a accueilli les participants venus des 6 communes du Mono. Compte rendu, Jonas Bouchi. Venus des quartiers de ville, des villages et hameaux du département du Mono, les participants à ce festival se retrouvent pour vivre ensemble leur passion commune pour les jeux ludiques. Tout en souhaitant une bonne partie de jeux à toutes les équipes, le représentant du maire de la commune d'Atiémé qui abrite l'événement a exhorté les participants au respect des mesures barrières de la COVID-19 lors des diverses compétitions. Nous connaissons l'importance de ces activités pour le développement mental et pour le divertissement que cela revêt. Chers participants, au-delà de jeux que vous allez jouer ici, il s'agit d'une fête. Et je voudrais que dans la convivialité et la fraternité, les jeux se déroulent très bien. Mais n'oubliez pas aussi que nous sommes dans un contexte particulier, l'existence de la Covid. Veuillez donc respecter les gestes barrières. Au nombre des jeux judicieusement choisis pour leur importance dans l'épanouissement psychique, psychologique et intellectuel des pratiquants, il y a aussi la course jarre sur la tête, un jeu qui se pratique dans les régions du Mono-Koufo selon le directeur départemental des sports du Mono. C'est une activité sportive, ludique, mais qui demande beaucoup d'adresse. Non seulement qu'il faut faire un bon temps, mais il faut réussir à garder les jarres sur la tête. Je ne vous parlerai pas des autres jeux comme jeux de dames qui demandent beaucoup de réflexion. Je ne vous parlerai pas de jeux de ludo, bien qu'il y ait un jeu de hasard appelle un certain nombre d'habiletés parce qu'il faut savoir déplacer ses pions pour pouvoir gagner. Un jeu, il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais au-delà de tout, c'est une fête. Et c'est à la remise des prix aux vainqueurs de chaque jeu que ce festival a retrouvé tout son caractère festif. Eden TV et Diaspora FM se mobilisent contre la Covid-19. Le groupe de presse ITV International a lancé depuis le lundi 15 novembre une campagne de vaccination contre la Covid-19. Le chef d'arrondissement de Lokossa soutient l'initiative et exhorte la population béninoise à sortir massivement pour se vacciner. Pour se faire vacciner. On l'écoute. Chère population de Lokossa, occasion, mais en fait, pour vous dire combien de fois la COVID-19 est une maladie dangereuse. Elle tue tout sur son passage. Cette pandémie ne connaît pas opposant ni mouvancier. Elle frappe tous les pays du monde entier. Au Bénin, cette pandémie fait des ravages. On a enregistré beaucoup de cas de contamination, malgré les gestes de barrière. C'est pourquoi je vous invite à aller se vacciner. Vous ne devez pas écouter les réseaux sociaux, ni les rumeurs qui fait croire que le vaccin est mortel. Moi qui suis ici, je me suis déjà vacciné. J'exhorte ma population à aller se faire vacciner massivement.
En inter-actualité, quasiment un mois après le coup d'État au Soudan, le Premier ministre a retrouvé ses fonctions. Un retour au pouvoir négocié avec le général à l'origine du putsch, une bien sûr entente qui n'a pas réussi à calmer la colère des Soudanais. Des milliers d'entre eux ont encore manifesté hier à Khartoum et dans d'autres villes du pays. Suivez. En résidence surveillée depuis le coup d'État du 25 octobre, le Premier ministre déchu réapparaît pour la cérémonie officielle. Une cérémonie durant laquelle l'accord avec le général Abdel Fattah el-Burhan a été signé. Avec ce document, les deux hommes s'engagent à rétablir une période de transition démocratique pour le pays. Cet accord contribue, nous l'espérons, à lever les blocages internes et externes et à restaurer le processus de transition vers une démocratie durable. Nous vivons une crise depuis longtemps. Grâce à Dieu, aujourd'hui, avec la signature de cet accord politique, nous avons réussi à instaurer une véritable période de transition, comme nous l'avions prévu et comme le peuple soudanais l'avait souhaité, depuis le soulèvement d'avril 2019. Il y a 2 ans, un partage du pouvoir entre civils et militaires était instauré après le renversement de l'ancien président Omar el-Béchir. Une transition censée mener le pays vers des élections libres en 2023. Condition posée par la communauté internationale pour soutenir à nouveau le Soudan. L'accord signé ce dimanche prévoit aussi la libération des ministres et dirigeants civils arrêtés le 25 octobre dernier. Le document donne également pour mission au Premier ministre de former un nouveau cabinet avec des futurs ministres technocrates. Mais cet accord ne convainc pas les manifestants anti-coup d'État. Ils étaient à nouveau dans la rue ce dimanche dans plusieurs villes du pays. Certains s'estiment trahis par Abdallah Hamdok. Actuellement, Hamdok n'est plus accepté dans les rues. Si vous entendez les chants maintenant, ils se sont tous transformés en appel contre lui. En faisant ce qu'il a fait, il a trahi la rue. Il a trahi tous les accords que nous avions avec lui pour un gouvernement civil et une transition vers un régime civil. L'accord qui a été annoncé il y a quelques heures ne représente pas du tout le peuple soudanais, ni le sang innocent qui a été versé sur cette terre depuis 1989. Des protestataires qui n'oublient pas la répression des manifestations anti-coup d'État. Répression qui a fait plus de 40 morts selon un syndicat de médecins soudanais. La police assure n'avoir jamais ouvert le feu. Elle ne recense officiellement qu'un mort et 30 blessés parmi les protestataires. En Belgique, une dizaine de manifestants ont battu les pavés ce week-end contre les mesures sanitaires et des rassemblements émaillés de violence, notamment à Bruxelles. Suivez le reportage de nos confrères de RT France. La pilule a bien du mal à passer. Les mesures imposées par le gouvernement face à la recrudescence de l'épidémie ne sont pas du goût de milliers de Belges. Ils étaient 35 000 selon la police dans les rues de Bruxelles ce dimanche pour dire non à la généralisation du masque en intérieur, au télétravail imposé ou encore au retour des jauges restrictives pour de nombreux événements. Il ne s'agit plus de politique, il s'agit de dominer les gens comme des animaux. Désormais, on veut juste dominer les gens, c'est ce qui est en train d'arriver, ni plus ni moins. Mais nous ne l'accepterons pas, comme vous le montrent des centaines de personnes. Mercredi dernier, le Premier ministre Alexander De Croo avait pourtant appelé la population à rester soudée. Si nous voulons éviter un confinement, nous devrons tous prendre nos responsabilités. Et nous ne sommes pas les uns contre les autres. Ce ne sont pas les entreprises contre les écoles ou contre le secteur culturel. Ce ne sont pas les jeunes contre les personnes âgées. Les contradictions ne nous aideront aucunement. Nous allons devoir le faire ensemble. Ce sont au contraire des scènes de division qui ont émaillé la capitale belge. Les forces de l'ordre ont utilisé les canons à eau en réponse aux jets de projectiles. 2 policiers ont été blessés. Pour l'infectiologue Yves Van Lethem,
Ce ras-le-bol est compréhensif, mais ne rend pas les restrictions moins nécessaires. Je pense qu'elles sont effectivement regrettables et qu'elles sont le témoin que la population, un peu partout dans le monde, en Europe de l'Ouest comme ailleurs, on a un petit peu marre effectivement de cette situation qui dure maintenant depuis 1 an et demi et qu'elle ne comprend plus bien la finalité des mesures qui sont encore nécessaires. Et malheureusement, ces mesures, en plus de la vaccination, sont encore nécessaires. Au cours de la semaine écoulée, la Belgique a recensé en moyenne plus de 13 000 cas quotidiens d'infection au Covid-19. Et c'est dans ce contexte que la tension monte entre Bruxelles et Varsovie. L'Union européenne reproche à la Pologne de mettre un accent sur la crise migratoire pour cacher la violation de l'état de droit dans le pays. Reportage. Une tournée dans les pays baltes pour rallier les 27 à sa cause. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, s'est rendu en Estonie, en Lettonie et en Lituanie ce dimanche. Sujet central des entrevues, la crise migratoire à la frontière avec la Biélorussie. Le chef du gouvernement appelle les 27 à soutenir la position polonaise. Au cours des derniers mois, la Biélorussie a renforcé ses actions contre l'Union européenne. Et pour nous, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un conflit artificiel avec la Pologne ou la Lituanie. Il s'agit d'une tentative de violation des frontières orientales de l'OTAN et de l'Union européenne. Pour autant, cette tournée européenne de Mateusz Morawiecki ne fait pas l'unanimité. Certains observateurs estiment que le Premier ministre met l'accent sur la crise migratoire pour cacher les violations de l'état de droit en Pologne. En visite à Varsovie en milieu de semaine dernière, le commissaire européen à la justice Didier Reynders a demandé des explications de la part des autorités polonaises sous peine de sanctions. Nous avons eu des discussions spécifiques concernant la situation en Pologne. Et je dirais que la principale préoccupation que nous avons en Pologne concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire, car il y a un principe important dans la façon d'analyser la situation sur l'état de droit. Ce qui a été décidé, c'est de commencer par quelques lettres de clarification envoyées par les services, mais pas par l'introduction formelle d'un dossier au Conseil. L'UE reproche à la Pologne de ne pas appliquer une décision de la Cour de justice européenne demandant la suppression d'une chambre disciplinaire de la Cour suprême. Varsovie est censée payer 1 million d'euros par jour depuis le 27 octobre pour le non-respect de cette décision. Vendredi dernier, la Commission européenne a envoyé une lettre à Varsovie avant l'activation éventuelle d'un mécanisme suspendant le versement des fonds européens. La Pologne a déposé un recours devant la Cour de justice européenne pour faire annuler l'arrêté. Dans l'attente de la décision de la CJUE, la Commission européenne n'a toujours pas validé le plan de relance polonais, conditionné au respect de l'état de droit. Madame, Messieurs, c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite bonne suite de nos programmes et à demain.